Maintenant, je donne la parole à Eva Quintas et Jonathan Rouleau qui vont nous entretenir de leur regard sur la médiation culturelle en confinement. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien des deux côtés, des trois côtés, des quatre côtés de l'Atlantique. Merci Anouk d'avoir mis la table. Notre courte intervention va appuyer ces constats-là avec le regard en fait que portent les médiateurs et les médiatrices sur leur propre pratique. Artenzo, en fait, un centre de recherche appliquée. Et depuis sa mise en œuvre, il y a 2 ans, on s'intéresse de près aux pratiques professionnelles, aux métiers qui se fait, qui s'inventent, qui se réfléchit. Et d'ailleurs, on a démarré une recherche sur la notion de collaboration en médiation culturelle. Alors, il y a 1 an exactement, en fait, on a voulu soutenir en fait notre écosystème gravement bouleversé et on a lancé un appel à texte sur la médiation à l'ère du confinement pour donner une parole en fait directe aux praticiens et aux praticiennes. Alors, on a sélectionné 8 textes qu'on a publiés entre les mois d'avril et de juin, un cycle qui s'est conclu par une table ronde qu'a animé et synthétisé mon collègue Jonathan. Cette action nous a servi de cadre au cours de l'année qui a suivi, à laquelle on ne s'attendait pas, pour continuer l'échange réflexif sous différents formats avec notre communauté plus proche de médiateurs et de médiatrices. Alors, nos collègues réunis au cours, dans ce séminaire nous diront si vraiment cette situation a fait émerger des pratiques renouvelées, mais ce qu'on voit, ce qu'on sait, ce qui se passe, qu'elle a le mérite de nous faire réfléchir aux dimensions de la relation et du lien social quand il n'y a plus de présence et de matérialité. Alors, ce qu'on veut faire, c'est juste partager brièvement quelques observations qui viennent des praticiens, des praticiennes, qui viennent aussi de ce qu'on a vu et observé et qu'on souhaite placer sous le signe des paradoxes. Et on pourrait déjà chapeauter ces paradoxes avec 3 mots-clés qui sont temporalité, matérialité et médialité. Jonathan? Le premier, c'est la question du temps. Temps court, temps d'écran, temps élastique, rapport à la culture existant, mais temps de sociabilité perdue, dichotomie entre jour et nuit et activité culturelle nocturne à l'arrêt, temps au ralenti, temps flou, dilatation du temps de réinvention, en guillemets, encore faut-il avoir le temps et les moyens de changer, mais aussi temps de cerveau disponible. Les mesures sanitaires sont venues en quelque sorte exacerber la concentration des pratiques de médiation vers le numérique. Mais paradoxalement, cette hyperdiffusion numérique, elle, a favorisé des logiques de déconcentration, cette fois au sens cognitif d'attention. Donc la fatigue, c'est la fatigue dont Anouk parlait. Cette concentration de diffusion et de médiation sur le numérique a été perçue souvent comme une source d'émerveillement, parfois même comme un remède à l'isolement. Or, la capacité de rejoindre les publics de façon si efficace repose sur une série d'expérimentations menées depuis plusieurs années. C'est au moins depuis les années 90 que les milieux culturels expérimentent afin de rejoindre plus largement les auditoires. On peut penser évidemment à l'arrivée d'Internet, de la démocratisation des ordinateurs et également des supports d'archivage. Même 20 ans avant, en 1967 à l'Expo, IBM faisait déjà communiquer le public avec ses ordinateurs. Au même moment, à New York, Marshall McLuhan organisait un séminaire sur le musée non linéaire intitulé « Exploration des méthodes, moyens et valeurs de la communication avec le public par le musée ». Cette brève contextualisation n'aspire pas à minimiser les enjeux et problématiques propres au contexte actuel, mais plutôt à relativiser la dimension révolutionnaire qu'on accole souvent au numérique. Cela dit, il ne faudrait pas minimiser l'impact qu'a eu la pandémie sur les pratiques de médiation. En effet, 20 ans de pratique, 20 ans d'expérimentation, mais comme le souligne Anouk, défi de compétences aujourd'hui. Alors, dans l'urgence, le nombre de médiateurs et de médiatrices se sont tournés vers les espaces virtuels, mais elles ont dû s'approprier à la vitesse grand V des nouveaux outils de transmission, d'éducation et de co-création. Ce qu'on peut dire, c'est que la relation sociale s'est déplacée vers une relation technique. L'interaction avec les personnes s'est déplacée vers une interaction avec les outils.
Ici, on ne considère plus en premier l'œuvre et son public, mais bien le dispositif, le support de la médiation, la machine qui va faire écran entre le public et l'objet culturel. Eva, tu parles du dispositif technique. La médiation se réalise souvent à travers des médias qui co-réalisent cette médiation. Média étant médiation, on intervient entre ce canal-là. Donc, la médiation culturelle n'est pas nécessairement que une transmission d'un contenu préexistant, mais elle produit du sens en fonction de la matérialité de ce support-là. Et ces supports-là, ces canaux, ces médias, viennent avec des potentialités et des contraintes. Ils vont façonner des espaces-temps sociaux spécifiques. On pourrait même dire que ce dispositif médiatique devient lui-même un traducteur culturel. Si on prend l'exemple de Facebook, de Twitter ou d'Instagram, le critère de réussite devient l'instant, devient le présent. Parfait. Et troisième et dernier paradoxe, en fait, de quoi parle-t-on? On voit que dans ce grand foisonnement, en fait, on remarque que la majorité des interventions nommées comme médiation sont des relais de la diffusion, des activités qui répondent à des injonctions communicationnelles, ce que Anouk peut nommer le devoir rester visible, et donc des injonctions de communication, mais avec des enjeux d'accès avec l'utilisation de nouveaux outils performants. Les activités qui se sont déplacées sur les réseaux sociaux dans une volonté de créer de la conversation avec les auditoires ont été confrontées au défi de la participation. Est-ce qu'on a atteint des publics différents de ceux habitués aux sites et aux lieux culturels? On voit beaucoup de participation quand les contenus sont organisés, mais beaucoup moins quand il faut s'engager. Alors, que voit-on? Plus ou moins de freins à l'engagement? Quel type d'engagement? On remarque quand même que dans ce contexte exacerbé d'extimité, où on est entré dans tellement d'intérieur, que ce contexte aura favorisé le retour de pratiques artistiques comme le journal de bord, des pratiques intimes de partage. Alors, c'est du côté de la médiation comme création que nous trouvons les pratiques, les expériences qui nous semblent les plus intéressantes et dont pourront sûrement témoigner nos collègues ici présents autour de leur champ disciplinaire. On a parlé d'une vision fantasmée du numérique, des possibilités qui dissimulent les questions de littératie et de fracture numérique dont Anouk parlait. Même si la médiation met sur une diversité d'outils pour réaliser son travail, elle compose souvent avec un canal GAFAM. Les activités de médiation sont rendues visibles sur Facebook. Donc, cette pratique en ligne a soulevé des enjeux éthiques avec l'utilisation massive des GAFAM. Et pour moi, c'est une dimension qui est centrale, qui doit être prise en compte si on veut faire une médiation culturelle qui est critique. Voilà, et pour terminer, la dernière phrase, pardon, cette réflexion sur la médiation culturelle en temps de confinement nous rappelle aussi que des personnes sont confinées et isolées à longueur d'année. Alors, comment rejoindre et inclure ces personnes, comme on le dit, alors que la fracture numérique, comme la fracture sociale, est bien réelle? Merci.